Alors les gars, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, sur ces dernières semaines, les gars, je commençais à avoir de nouveau de gros doutes sur cette équipe du Barça. Quand on a vu les matchs compliqués ces dernières semaines, contre le Celta Vigo, contre la Real Sociedad, contre le Betis, contre Las Palmas, quand on a vu tous ces matchs compliqués, vraiment, les doutes, ils ont commencé à revenir, les gars. Les doutes qu'on avait pu voir, certains matchs qui nous ont fait penser un petit peu au Barça la saison dernière, je vous dis la vérité, personnellement, je commençais à être de moins en moins serein. Je commençais vraiment à douter de cette équipe. Je commençais vraiment à me dire, est-ce que vraiment, on s'est pas enflammé trop vite à un moment donné? Parce que, on va dire la vérité, les gars, au mois d'octobre, avec cette double victoire contre le Bayern et contre le Real, pour moi, et je l'avais dit, et je l'assume complètement, j'avais dit, le Barça est de retour. J'avais dit, le Barça est redevenu un grand d'Europe. Donc, quand tu vois que juste derrière, tu perds contre des Las Palmas, tu galères contre les Celta, et bref, et tu vois tous ces matchs compliqués en Liga, je vous le dis, moi personnellement, j'ai commencé à me creuser la tête par rapport à ça. Mais je vous dis la vérité, les gars, ce match contre Dortmund me retire toutes ces inquiétudes-là, les gars. Ce match contre Dortmund, les gars, me rassure complètement. Alors vous allez me dire, ouais, mais cette victoire, elle était compliquée. Ça s'est joué. Ça s'est joué à rien. C'était une victoire qui a été ramenée de justesse, on va dire. Mais justement, les gars, même en cas de match nul, les gars, si le match était arrêté à 2-2 ou à 1-1, personnellement, ça m'aurait suffi. Ça m'aurait suffi dans le contexte de ce match-là, avec un match qui, faut le dire, n'a pas un enjeu qui est non plus énorme, les gars. On sait que ces deux équipes-là seront qualifiées. Ces deux équipes-là seront au prochain tour de Ligue des Champions. Là, voilà, c'est un petit peu pour le prestige qui sera dans le top 3 en Ligue des Champions, qui sera la première équipe, etc. Mais bon, je vous dis, voilà, personnellement, un match nul ou une victoire, personnellement, je vous dis, ça aurait rien changé. Moi, ce qui m'intéressait surtout, ce qui était le plus important surtout, et je vous l'avais dit ce week-end, après le match compliqué contre le Betis, moi, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas avoir une humiliation contre cette équipe de Dortmund, de ne pas avoir une grosse défaite, de ne pas avoir une défaite tout court déjà, contre cette équipe de Dortmund. Parce que là, à ce moment-là, les gars, je vous dis la vérité, là, ça aurait été compliqué. Là, à ce moment-là, les doutes, ils auraient fait surface, et c'est même plus des doutes, là, à ce moment-là, c'est clairement, là, je serais descendu du train, là, j'aurais bien considéré que, au final, on s'est enflammé trop vite, et de nouveau, on est retombé dans nos travers, en fait. Mais c'était pas le cas, les gars. Alors, encore une fois, bien sûr, attention, je dis pas que tout était magnifique, tout était parfait, je dis pas que ce match était irréprochable. Bien sûr qu'il y a des choses à redire, et on va en parler, les gars. Mais ce que je vous dis surtout, c'est cette victoire, elle est pas anodine du tout, les gars. Tu gagnes contre une équipe qui a plus perdu à domicile depuis 15 matchs, les gars. Une équipe qui a plus perdu à domicile depuis 8 mois. Depuis le mois d'avril, Dortmund, ils ont plus perdu à domicile, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Et c'est là où je me dis vraiment, les gars. Je me suis dit deux choses. Première chose, déjà, pour commencer, on se l'est toujours dit. On se l'est tous dit, je pense, les supporters du Barça. Et si le Barça était passé, justement, contre le PSG, si t'avais joué contre Dortmund en demi-finale, est-ce que tu serais passé ou pas? Franchement, les gars, bon, le Barça de la saison dernière, c'était différent, c'était, bon, je sais pas, même si, faut quand même dire, les gars, avec le Rafinha qui était en feu, le Rafinha qui est né justement dans ce match contre le PSG, on peut le dire, le nouveau Rafinha, le Rafinha 2.0, le Rafinha qu'on voit actuellement, on le dit, on le redit, il est né dans cette double confrontation contre le PSG, faut le dire. Mais bref, moi aujourd'hui, les gars, je pense vraiment, même avec le Barça la saison passée, je pense que contre Dortmund, tu gagnes. Je pense que contre Dortmund, tu passes, honnêtement. Dans une double confrontation, match aller-retour, pour moi, je vous dis, le Barça passe. Mais bref, ça c'est encore un autre débat, c'est juste pour revenir sur un petit truc que j'avais en tête depuis quelques temps, depuis quelques mois. Mais là, ce qui est le plus important surtout, comme je vous dis, c'est que non seulement c'est pas une victoire qui est anodine, c'est une équipe qui est très solide à domicile, c'est une équipe qui, aujourd'hui, c'est la meilleure attaque d'Europe avec le Barça. Les deux meilleures attaques d'Europe se sont affrontées aujourd'hui, et c'est le Barça qui a gagné. Et là, aujourd'hui, quand on voit justement ce classement en Ligue des Champions, quand on voit aujourd'hui que le Barça est deuxième, juste derrière Liverpool, dans les meilleures équipes d'Europe, parce que ce classement aujourd'hui, peut-être s'il sert bien à une chose, c'est à ça, les gars, pour montrer clairement les équipes qui sont le plus en forme en ce moment en Europe. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, les gars, quand on voit ça, c'est là où on se rend compte qu'on vient de très très loin, les gars. Il y a 2-3 saisons d'ici, enfin, sur les 3 dernières saisons, on galérait à se qualifier en Ligue des Champions au prochain tour. On galérait à se qualifier dans un format classique, où tu galérais contre des équipes comme le Shakhtar, contre des équipes comme le FC Porto et toutes ces équipes-là, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. On revient quand même de très très loin. On parle d'une équipe du Barça, il y a une saison d'ici, qui avait du mal à gagner qui a perdu contre l'Antwerp. Faut s'en rappeler, les frères, sur le match retour contre l'Antwerp.
Et aujourd'hui, t'es la deuxième meilleure équipe d'Europe, t'es juste derrière Liverpool à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est pas pour moi, c'est la réalité. Les deux meilleures équipes actuellement en Europe, c'est le Barça et Liverpool. Donc vraiment, cette victoire, elle n'est pas anodine et je pense qu'il ne faut pas la minimiser du tout. Après, comme je vous dis, il n'y a pas tout qui était positif non plus. Bien sûr qu'il y a des choses qui, malheureusement, ne rassurent pas totalement les frères. Il faut être honnête par rapport à ça. Il y a des choses qui mettent un petit peu de doute aussi, qui voilà, montrent qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Après, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément l'alignement défensif, les frères. Cette défense, les gars, c'est pas forcément ce qui pose le plus problème. Ou en tout cas, quand je dis cette défense, c'est la ligne défensive, les 4 joueurs de derrière. Parce que honnêtement, les gars, aujourd'hui, quand tu regardes les 2 buts que tu te prends, tu peux pas en vouloir tellement aux défenseurs du Barça. Parce que quand on voit déjà le penalty que provoque Cubarsí, on va dire de manière tout à fait bête, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus le manque d'expérience qui a joué. Je pense que Guirassy a été très malin en se mettant devant Cubarsí, en le gênant dans sa course pour pousser Cubarsí à commettre la faute, pour pousser Cubarsí justement à faire cette petite poussette. Clairement, c'est un manque d'expérience de la part de Cubarsí. Il faut rappeler encore une fois qu'il est très jeune, qu'il a encore beaucoup à apprendre. On parle beaucoup du jeune âge de Yamal, mais Cubarsí a le même âge, les gars. Il faut encore se rappeler, c'est la même génération. Et malgré tout, malgré ça, sur quasiment l'ensemble du match, il a été très bon. Et ça, c'est le cas aussi pour Inigo Martinez. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, avec le retour d'Araujo, avec la probable arrivée de Jonathan Tah, il y en a beaucoup qui commencent un petit peu à remettre en question cette défense actuelle du Barça. Les gars, faut pas cracher dans la soupe. Ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est quasiment irréprochable, les gars. Bien sûr, il n'y a pas tout qui est parfait, c'est normal. Et encore heureux, les gars, je pense que c'est aussi logique. Mais il faut quand même souligner, les frères, que depuis le début de la saison, cette défense du Barça, les gars, c'est très fort. Là où, pour le coup, il y a eu plus de doutes cette saison, c'est plus au niveau des latéraux. Avec Koundé, on s'en rappelle qu'on le laissait à Vigo, par exemple. Et ça, je pense qu'on s'en rappelle tous. Avec Gérard Martin, le latéral gauche, sur plusieurs matchs où c'était un petit peu compliqué. Et aussi au niveau des milieux de terrain qui faisaient pas forcément le travail. Mais la paire Inigo et Cubarsí, les gars, faut être honnête, les gars, ça fait du très bon travail depuis le début de la saison. Faut pas remettre tout en question comme ça. Alors ouais, bien sûr, je dis pas qu'Araujo, faut pas le refaire revenir dans le 11, ou il mérite pas sa place, mais je pense que c'est pas parce qu'il revient de blessure que directement, ça y est bon, tu vas directement compter sur lui. Les gars, le nombre de buts, et rien que dans ce match-là, le nombre de buts qui ont été refusés depuis le début de la saison avec un aliment parfait de ces 2 joueurs-là qui gèrent très bien ce hors-jeu, tu vas ramener un autre défenseur, tu vas ramener un autre joueur, un Araujo par exemple. Il faudra qu'il intègre cette tactique du hors-jeu, ce piège du hors-jeu. C'est assez, faut en parler. Et justement, c'est là où on est obligé de parler de ce deuxième but, les gars. C'est là où on est obligé de parler de ce deuxième but, quand on voit justement, il faut le dire encore une fois, l'alignement des 2 centraux était très bon. Il n'y a eu aucune erreur d'alignement. Là, le problème, les gars, dans ce but que tu te prends, je vous laisse deviner, les gars, il y a un joueur qui ne fait pas son travail. Devinez qui? De Jong, les gars. De Jong qui, aujourd'hui, là, tu vois, tu te prends un but où tu vois clairement De Jong, le mec est au marquage sur l'arbitre, les frères. Le mec est au marquage sur l'arbitre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Il nous fait des dingueries à chaque match, mais celle-là, franchement, je m'y attendais pas du tout. À la place de prendre, je pense que c'était gros, si je dis pas de bêtises, le joueur de Dortmund, de prendre au marquage un joueur, le milieu de terrain de Dortmund, le mec, il prend au marquage l'arbitre. Vous attendez à quoi à ce moment-là? Il y en a beaucoup qui vont tomber justement sur Cubarsí et Inigo Martinez sur cette action-là. Mais ils font leur travail. Ils font ce qu'ils ont besoin de faire. Ils jouent le hors-jeu, ils gèrent l'alignement. Ils vont pas juste derrière gérer le marquage des milieux de terrain qui viennent de la deuxième ligne. Vous rendez compte ou pas? Donc encore une fois, les gars, De Jong fait n'importe quoi. Je suis désolé, mais pour moi, sur ce but-là, De Jong est pas exempt de reproche. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Expliquez-moi aujourd'hui qu'est-ce que De Jong fout à côté de l'arbitre quand il doit prendre un joueur de Dortmund au marquage. Donc c'est pour vous dire, les gars, c'est facile de tomber sur cette défense, mais il faut aussi voir les joueurs qui sont autour. Et c'est là, bien sûr, que quand on parle des points négatifs de ce match-là, pour moi, je vous dis la vérité, bien sûr que De Jong en fait partie. Ça, c'est sûr et certain. Depuis longtemps, et sur tout ce début de saison, je me suis dit, est-ce que je préfère De Jong
ou Ferran Torres? C'est quoi le pire? C'est quoi le joueur que je déteste le plus entre De Jong et Ferran Torres? Sur ce match-là, j'ai eu ma réponse, les gars. Je peux vous dire que sur ce match-là, j'ai eu ma réponse, et pas juste par rapport au doublé de Ferran Torres. Ça, vous pouvez être sûr et certain, les gars. Même au-delà de ce deuxième but, les gars, si ça vous suffit pas, si c'est pas suffisant pour vous, les gars, faut quand même parler de ça, les gars. Vous croyez que ça, on va passer à côté? Vous croyez que ça, j'allais pas en parler, les gars? Cette talonnade, cette passe décisive que De Jong te met au joueur de Dortmund, encore une fois, les gars, mais c'est quoi cette dinguerie? Le mec, il te fait une talonnade, il fait une passe vers l'arrière, et il prend même pas l'info, il est même pas capable de faire juste le minimum de ce qu'on lui demande, à savoir prendre l'info, savoir qui a derrière lui avant de faire cette talonnade. Et il a failli donner un but à Dortmund, les gars. Mais il a donné un but à Dortmund. Heureusement qu'il a été signalé hors jeu, c'est ça que j'ai envie de vous dire surtout. Et il y en a encore qui vont encore le défendre, il y en a encore qui vont me dire que je suis dur avec De Jong. Mais les gars, dur de quoi, les frères? C'est lui qui est dur avec nous, c'est pas moi je suis dur avec lui, les frères. Là, sur ce match-là, il avait plus qu'à mettre un maillot jaune, un maillot de Dortmund, et c'était bon, les frères. Ce qu'il a fait dans le travail défensif, c'est une catastrophe. Sur ces deux actions-là, c'est déjà suffisant. Non, faut arrêter, les gars, c'est trop. C'est abusé. Et pourtant, voilà. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire quand j'ai vu l'entrée de Fermin, de Ferran et de Jong. Je me suis dit, ça va être compliqué. Avec la blessure de Rafinha en fin de match, avec Lewandowski qui a été sorti pour souffler un petit peu, avec la sortie de Olmo aussi. On sait qu'il a du mal à faire 90 minutes. Je vous dis la vérité, à ce moment-là, j'ai eu des grosses inquiétudes. Et c'est là où justement cette victoire, elle n'est pas du tout anodine. C'est que tu finis le match en ayant fait tourner. Tu finis le match en ayant laissé reposer ton attaque pour le prochain match. Et c'est là où c'est très fort, les gars. C'est là où c'est, encore une fois, c'est très fort. Et je suis obligé de parler de Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, alors, encore une fois, vous savez bien, je suis pas le plus grand fan de Ferran Torres, mais ce qu'il fait, il n'y a rien à dire, les gars. L'efficacité, pour une fois, de Ferran Torres a été chirurgicale. Chirurgicale, les gars. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi... Je pense qu'il a une grosse réussite, je sais pas si c'est une réussite, ou si le mec a une intelligence pour attirer les ballons, ou si vraiment il a le sens du placement, mais là, ce qu'il fait, là, sur le premier but, vraiment, il a le ballon qui lui revient dans les pieds, je sais pas, franchement, peut-être qu'il a peut-être anticipé le fait que Fermin est capable de cadrer, mais souvent, voilà, il a souvent tendance à se rater, mais en tout cas, c'est très bien joué. Mais là, où pour moi, je pense que c'est important de souligner le travail de Ferran Torres, c'est surtout sur le deuxième but. Alors bien sûr, il y a la passe de Yamal, les gars, et on va en parler de Yamal aujourd'hui, on va en parler bien sûr de ce qu'il a fait encore aujourd'hui, mais l'appel, encore une fois, de Ferran est excellent, mais pour vous dire, encore une fois, tellement cette qualité de passe de Yamal, encore une fois, elle est exceptionnelle, ce que fait Yamal, c'est stratosphérique sur cette passe-là, comme contre le Betis, où il te sert Ferran Torres de manière magistrale, tellement que la passe est magnifique, tellement que ce qu'il fait là, Yamal, c'est exceptionnel, c'est que juste derrière, Ferran Torres, il a eu le temps de s'arrêter, de prendre bien son temps, de garder le ballon, de fixer le gardien et tout ça, pour après, juste derrière, déclencher cette frappe, les gars. Et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est très fort, les frères. Mais voilà, je parle de Yamal. Encore une fois, les gars, le début du match qui te fait Yamal, c'est une dinguerie, les gars. Sur les 15-20 premières minutes, vraiment, on a vu du très grand Yamal. Pour moi, déjà, Yamal, c'est 2 passes D dans ce match, normalement. Quand on voit justement la passe... La classique, hein, j'ai envie de vous dire, la classique, l'extérieur qui te met en début de match, il est capable de te le faire, non seulement en Liga, mais bon, ça nous choque même plus quand on le voit en Liga, mais même en Ligue des Champions contre Dortmund, il est encore capable de te le faire. Cet extérieur qui t'envoie pour Rafinha, dommage que Rafinha se la rate. Mais ouais, bref, comme je vous dis, le début de match de Yamal, c'est exceptionnel. 2 frappes cadrées avec des frappes de l'extérieur de la surface. Des capacités à chaque fois à centrer, à mettre du danger dans cette surface de Dortmund. Bref, c'était très fort. Et pareil pour Rafinha, les gars. Encore une fois, Rafinha, les gars, aujourd'hui, c'est simple. J'ai envie de vous dire une chose, les gars. Aujourd'hui, Rafinha, pour moi, je pense que la propagande du Ballon d'Or, elle va commencer. Avec tout le respect que j'ai pour Salah, qui, pour le coup, le mérite aussi. Je pense que c'est pas choquant si, à l'heure actuelle, on parle de Salah aussi. Mais là, actuellement, les frères, Rafinha, ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est stratosphérique. Ce qu'il fait en Ligue des Champions, mais même de manière générale, sur toute sa saison, sur toute sa saison avec le Barça, les gars, c'est stratosphérique. Et vous voyez ce but-là, ce qui me choque le plus, et ce qui me surprend le plus, c'est même pas en soi le but en lui-même, la finition, le fait qu'il ait su terminer cette action. Ce qui m'a choqué le plus, les gars, c'est l'appel.
L'appel et l'intelligence de l'appel qu'il fait, les frères. On voit d'ailleurs, avant l'appel, il prend l'info. Il prend l'info pour voir il y a qui derrière lui. Il prend l'info pour justement voir que Ben Sebaini le couvre. Et c'est là où il a été très fort. C'est qu'à la place de faire ce qu'aurait fait, je pense, 99,9% des attaquants, Mbappé par exemple, qui aurait couru comme un bourrin, sans même se poser la question, il aurait couru droit devant. Non, Ferran Torres, il te fait la course latérale, la course transversale, pour toujours rester dans le jeu, pour toujours rester dans l'alignement de Ben Sebaini qui couvre, et pour se faire servir juste derrière par Olmo. Les gars, ce joueur est très fort. Ce joueur a une intelligence. Ça, les gars, je peux vous dire ça, pour moi, ça c'est l'école Bielsa, ça. Ça, c'est les restes de Marcelo Bielsa. J'en suis persuadé, les frères. Parce qu'une intelligence pareille, pour un joueur comme Rafinha, c'est trop. Après, moi, ce qui m'a dérangé un petit peu chez Rafinha aujourd'hui, c'est peut-être cette tendance un petit peu à avoir montré un peu trop de nervosité, un peu trop d'impatience à chaque fois, à mettre un peu la pression sur les milieux de terrain pour qu'ils se fassent servir rapidement. Je ne l'ai pas reconnu à ce niveau-là, les gars. On a senti vraiment Rafinha un peu trop nerveux. Et juste derrière, ça s'est impacté. Parce que juste derrière, on a vu en début de deuxième mi-temps une précipitation du côté des milieux de terrain. On a vu juste derrière aussi Yamal qui a commencé lui aussi à son tour à montrer de la nervosité, à montrer de l'impatience. C'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage de voir ça. Voilà, c'est un petit détail. Ça reste anecdotique. Mais ce qui m'intéresse surtout, les gars, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, après ce match contre le Betis, j'avais clairement dit que pour moi, j'avais le sentiment que cette équipe du Barça et ces joueurs du Barça se préservaient pour ce match contre Dortmund. Je vous dis la vérité, les gars. Après même pas 30 secondes, après 30 secondes, j'exagère, mais après même pas 5 minutes, on a compris, les gars, que aujourd'hui, on avait affaire au vrai visage du Barça. Aujourd'hui, on avait affaire à des joueurs qui étaient beaucoup plus impliqués que contre le Betis. Quand on voit, même pas, je crois, à la 4-5e minute, le duel de Casado, qui te fait encore un match, mais stratosphérique. Casado, ça fait longtemps, ça fait plusieurs matchs qu'on l'a plus vu à ce niveau-là, les gars. Et c'est pour vous dire, les gars, aujourd'hui, on voit que cette implication, elle est là. On voit qu'aujourd'hui, les gars, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu contre le Betis ce week-end. Sur ce duel, les frères. Il y avait 3 joueurs autour de lui, il s'y est repris à 3 ou 4 fois pour te garder ce ballon et pour juste derrière te servir un Olmo. Olmo qui lui aussi, exécrable sur ses 2 derniers matchs. Là, il te fait un match exceptionnel. Au-delà de sa passe D, justement, pour Rafinha, la justesse technique qu'il a montrée, la qualité technique, les petites déviations pour Yamal en une touche de balle, etc. Franchement, très fort. Très fort à tous les niveaux. Et plusieurs joueurs ont montré ce niveau-là qui était beaucoup plus rassurant et beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on avait l'habitude de voir en championnat. En tout cas, les frères, cette victoire, elle fait vraiment plaisir. On va dire la vérité, elle fait vraiment plaisir. Maintenant, ce qui est le plus important, et je le disais en plus sur ma dernière vidéo, c'est pas forcément ce match contre Dortmund, mais c'est les matchs en championnat, les gars. On sait que la situation actuelle en Liga, elle est très chaude, elle est très tendue, avec non seulement le Real qui est derrière, avec l'Atlético aussi qui est pas loin derrière. Donc franchement, rendez-vous ce week-end contre Leganés, parce que je pense que là, sur ce les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.